Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. On est toujours à Québec, au Canada. Bienvenue au seul vrai podcast sur les enjeux éthiques et sociaux de l'IA en français. Non, il y en a plein d'autres et de très bons. Faites vos recherches. Comment allez-vous? Vous, toi, qui rêve parfois de moutons électriques la nuit. On a un gros programme pour toi aujourd'hui. On est juste deux pour passer à travers ce programme. On a quelques actualités pour toi et je suis accompagné d'un seul de mes collaborateurs. C'est mon préféré. Oh, c'est gentil. Ne le dites pas aux autres. Les autres vont se venger après. Il est professeur au département de management de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Il s'intéresse au discours des hauts gestionnaires de la Silicon Valley sur l'IA et aux frais de tokens de Claude Anthropique qui lui font péter son budget de recherche. On verra. Fred Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien, toi? Ça te coûte combien par mois? Je suis encore à l'abonnement pro, là. Je paye encore ça de ma poche. Hein. Les fonds de recherche ne sont pas encore... Ah non? Non, Ouais, j'ai pas encore passé au fonds de recherche, mais je me suis fait dire cependant que la quantité de demandes pour facturer ça sur des fonds de recherche était en croissance assez forte. C'est ça aussi. Ils veulent qu'on passe à l'IA. C'est ça, passe à l'IA. C'est exactement ça, passe à l'IA, et plus encore. Parce que, voilà, on pourrait peut-être en reparler, là, mais... On en reparlera, mais c'est ça aussi. Oh, let's go, on passe à l'IA. Passe à l'IA, c'est pas juste je vais chatter avec ChatGPT, là. Non, en fait, ça va pas mal plus loin que ça. Puis, juste pour faire un petit aparté là-dessus, à mon avis, comme c'est une économie qui se dirige vers une facturation à l'usage, je pense que les universités devraient être très prudentes dans leur façon de faire des ententes avec les compagnies qui vont offrir des environnements sécurisés pour faire de la recherche et pour l'utiliser à des fins pédagogiques ou peu importe, parce que on n'aura pas le choix d'avoir des environnements sécurisés, puis je pense pas que mes collègues vont vouloir tant que ça utiliser Copilot pour faire de la recherche. C'est ça. Puis ça fait partie des politiques, pas juste dans les universités, mais en entreprise aussi. Let's go, on utilise l'IA, on passe à l'IA. Il y a des frais associés à ça. Puis quand tu vas voir les comptes d'Anthropique rentrer à chaque mois pour l'ensemble des employés, ils vont faire le saut, je pense. Ils vont faire le saut, puis la journée où Trump ou le prochain gouvernement va se choquer contre Anthropique parce qu'ils sont trop woke puis qu'ils vont décider de débrancher quelque chose, j'ai hâte de voir les gens chercher leur conversation, travailler sur leur projet. Tu sautes directement dans notre premier thème, Fred. On ira, là, ça va être un sujet incontournable cette semaine. Écoutez, on enregistre, on est le 18 juin. Jour du match Canada contre Qatar. On suit ça, la Coupe du Monde. Moi, je suis ça. Fred, tu suis pas ça. Il me regarde. Ah ouais, c'est vrai. On enregistre le 18 juin. La nouvelle est sortie. C'est pas cette nouvelle de foot-là, mais la nouvelle est sortie il y a une semaine. Vous allez voir où je m'en vais. Je vais publier l'épisode la semaine prochaine. Donc, déjà, là, ça va faire un petit décalage. Ça fait une semaine que la nouvelle est sortie. On va le sortir la semaine prochaine. Donc, disons 2 semaines de décalage. Ça va être à vous de voir à quel point on est décalé du live avec ce dossier. Mais vous en avez sûrement entendu parler parce que cette actualité est suffisamment forte pour avoir réussi à sortir de notre petit cercle d'initiés. Là. C'était aux nouvelles, écoutez, cette semaine. Anthropique a mis à l'arrêt, a arrêté de produire ou a mis sur pause, pour reprendre une vieille expression, ces modèles d'IA. Claude Fable 5, donc Fable 5 et Claude Mythos 5. Et ce serait à la demande du gouvernement américain pour des raisons de sécurité. Puis dans les nouvelles, là, on mentionnait que c'était Amazon qui d'ailleurs est actionnaire d'Anthropique. Amazon aurait communiqué avec le gouvernement américain pour mentionner que Fable, je pense que je vais dire Fable, je suis habitué de le dire en anglais, Fable pourrait être jailbreak et là, piraté, puis être ainsi soumis à des utilisations malveillantes, puis c'est la position officielle. C'est un outil trop puissant pour créer
du code et détecter des failles de sécurité. Puis certains pourraient l'utiliser pour détecter nos failles de sécurité puis les exploiter. Puis la bonne nouvelle, c'est à ceux qui pensent qu'on peut pas freiner le développement de l'IA avec un kill switch, ben on le peut. Hein? En tout cas, on a le gouvernement américain qui le peut. Celui il le peut pour des raisons de sécurité. Fred, cette justification-là de raison de sécurité nationale, c'est toujours une bonne raison pour justifier à peu près tout et n'importe quoi. Là. Qui s'opposerait à ça, Fred? C'est la sécurité nationale? Est-ce que tu vois d'autres choses? Ben, c'est sûr que c'est la sécurité nationale. Là. Moi, je porte plusieurs chapeaux. Je suis un peu schizophrénique avec l'IA. Mettons que je prends mon chapeau de prof, j'aurais tendance à caler un petit peu bullshit là-dessus, évidemment, pour des raisons qui sont pas politiques, mais qui sont technologiques. Puis ensuite de ça, ça arrive à un moment qui est assez spécial parce que, tu sais, s'il faut tenir compte du contexte, là, c'est pas juste une question technologique, il y a ça, mais il y a aussi la question, je dirais, financière. Anthropic est en train de, en fait, a déposé son dossier pour, c'est ça, aller chercher des capitaux à la bourse, donc des capitaux publics. Anthropic n'est pas toute seule dans cette course-là. Il y a d'autres organisations. Là. Il y a OpenAI, évidemment. Il y a SpaceX qui vient de rentrer en bourse aussi. Ben oui. SpaceX qu'il faut compter maintenant dans la famille des grands développeurs de modèles frontières, étant donné l'intégration de XAI dans l'écosystème là, de SpaceX. Puis autre chose qui est un peu intéressante aussi, c'est que à peu près au même moment, en tout cas dans la même période, Anthropic a loué à peu près pour, je pense, plus que 80% du centre de données Colossus, qui est un centre de données qui appartient et qui est opéré par SpaceX, XAI, SpaceX, puis qui n'était pas très utilisé, mais qui a des puissances de calcul assez, puis du compute là, en quantité suffisante pour servir un peu les besoins d'Anthropic. Colossus, ça appartient à SpaceX, c'est ça? Colossus appartient à SpaceX. C'est une bonne idée d'avoir construit ça quand même. Tout le monde le veut, ce Colossus-là. Tout le monde le veut. Y compris Anthropic. Y compris Anthropic. C'est un des centres de données les plus polluants sur la planète, là, étant donné la façon dont l'électricité est produite. Mais cela dit, tout le monde le veut. Puis à peu près au même moment, Elon Musk, après avoir signé cette entente-là, Elon Musk servirait de bord puis il a dit hey, on est en train de développer quelque chose qui va faire du code. Ben oui. en compétition directe avec Claude Code. Ce qui fait qu'il se passe beaucoup de choses. Puis le dernier élément que j'aimerais ça ajouter là-dessus, c'est aussi ce qui se passe dans le moment à Évian-les-Bains. Le G7 vient de prendre fin. Or, il s'est passé quelque chose à Évian-les-Bains qu'on ne voit pas d'habitude au G7. En tout cas, qu'on n'a pas vu la dernière fois au G7. J'en parlerai peut-être un peu tantôt. Mais c'est bien intéressant. Ça a passé un petit peu sous le radar, là, mais c'est bien intéressant. On y reviendra. Ben oui, j'ai vu quelques poignées de main entre grands dirigeants, mais j'ai vu aussi des acteurs. Je pense que c'est là que tu t'en vas. J'y reviendrai. mais c'est ça, avec cette histoire de Mythos puis Fable, il y en a plusieurs qui, comme tu le disais, là, ils voient une autre étape là, d'une guerre politico-industrielle. Là. Le gouvernement se serait aussi peut-être servi de ce prétexte comme représailles contre Anthropic aussi. Ça, c'est mentionné aussi. C'est-à-dire que Anthropic s'est récemment opposé aux utilisations de Claude Mythos pour des opérations militaires. C'est ce que j'avais compris. Certains types d'opérations militaires. En fait, d'opérations militaires. Palantir n'avait pas l'air content, là. Non, mais en fait, c'est pour des raisons qui étaient là aussi, selon Anthropic. Là, évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux, fait que c'est difficile. Mais tu sais, dans le cas d'Anthropic, c'est qu'il pensait que l'utilisation qu'il allait pouvoir... En fait, que la façon dont le département de la Défense allait l'utiliser allait possiblement faire en sorte qu'on puisse l'utiliser pour faire de la surveillance de masse des Américains et des Américaines. Puis c'est Anthropic, c'était opposé à ça. C'est ça. Puis après ça, bien évidemment, pour des armes autonomes ou pour une forme d'autonomisation des armes, bien là, évidemment, comme la détection de cible, par exemple, ou la prédiction de cible, bien là, Anthropic, en gros, ce qu'il disait, c'est nos systèmes ne sont pas matures pour ça, ne sont pas faits pour ça, le taux d'erreur est encore élevé. Ce qui est vrai quand on parle d'opérations avec des niveaux de risque qui devraient être nuls, là, tu sais. Ce qui fait que pour ces raisons-là, ils ont décidé de refuser l'entente avec le département de la Défense qui a choqué le Pete Hegseth, pas le en tout cas lui. Ben oui. Je m'en retiens des fois quand j'en parle. J'ai tellement envie d'utiliser d'autres sortes de qualificatifs. Mais en tout cas, bravo, Fred. On sent la retenue, mais c'est ça. En fait, c'est un peu ça. Puis là, ben, il s'est choqué contre ça parce qu'évidemment, dans l'esprit de ces gens-là, dans une perspective très nationaliste, ben, s'il y a des technologies qui sont là, qui peuvent être utilisées contre les adversaires des États-Unis, c'est-à-dire tout le monde,
forcément, il faut pouvoir faire tout ce qu'on veut avec ça. C'est de la même façon qu'on dépense des bombes à plusieurs centaines de milliers de dollars pour tirer sur des bateaux avec très peu d'oversight, puis pas de, etc., etc. On est un peu dans cette mentalité-là. Puis, dans ce cas-là, c'est un peu ce qui est arrivé, mais dans le cas de Fable, c'était un peu étrange la façon que ça a été fait, parce que sur le plan de la technologie elle-même, il y a tout le temps une possibilité de jailbreak avec des modèles linguistiques parce que c'est des technologies qui sont probabilistes. Fait que l'idée de faire du jailbreak, de jailbreaker un modèle, ça veut dire qu'il y a tout le temps une possibilité. Il y a tout le temps, à doit être infime, cette possibilité-là, il y a toujours une possibilité. Il y a tout le temps une possibilité. Ça ne se contrôle pas au complet. C'est pas un système fermé qui fonctionne comme les autres d'habitude. Fait qu'il y a comme tous les systèmes, il y a des forces puis il y a des faiblesses. Puis ça fait partie du... C'était ça que j'entendais dans l'argumentaire, c'est on le ferme parce qu'on ne sait pas si d'autres personnes pourraient avoir accès à ça. Puis par d'autres, là, ici, par le gouvernement américain, c'est compris comme étant toute autre personne autre qu'américain. Donc, êtes-vous capable de contrôler que c'est juste des Américains qui ont accès à cet outil-là? Puis si vous n'êtes pas capable, fermez-le, puis c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça, exact, c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est étonnant quand même, parce que, je veux dire, à côté, il y a ChatGPT Cyber, qui a des capacités qui sont équivalentes un peu à Mythos. En tout cas, c'est ce qui est présumé ou prétendu par OpenAI. Ouais. Puis eux autres... pas de problème. Pas de nouvelles, pas de problème, pas rien. Ce qui fait que c'est sûr que ça envoie un peu... C'était comme ça que c'était perçu. Donc, c'est une représailles, c'est-tu parce qu'ils ne sont pas contents des liens qu'ils ont eus ou de l'ouverture d'Anthropic pour collaborer pleinement avec le gouvernement américain? C'est-tu pour ça qu'ils leur demandent de justement fermer leur modèle frontière puis ou se réservent le droit d'être les seuls à pouvoir utiliser ces modèles-là? Moi, je pense qu'il y a des questions de concurrence déloyale, entre autres. Il y a peut-être aussi la question des représailles. Dans le cas il y a certains messages des communications internes de chez Anthropic qui ont fuité un petit peu. Là. Je prends ça de seconde main, il faut prendre ça avec un grain de sel. Ce que les gens disent à l'interne, c'est pas juste une question de représailles, parce que là, Anthropic a fait les choses correctement. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont subi des conséquences. Ils ont payé leur dette à la Maison-Blanche, où ils sont en train de le faire. Ça, c'était un peu inattendu, tu sais. Ce qui fait que c'est interprété plus comme du bullying. Ouais. En fait. On va juste t'écœurer pour t'écœurer, tu sais. Puis on va t'écœurer dans un contexte où, même si Anthropic n'a pas les parts de marché d'OpenAI, il reste que sur le plan de la capitalisation, il compétitionne assez durement. Anthropic a dépassé OpenAI en termes de capital de risque, en tout cas au moins. Là, entre autres, grâce à toi qui leur donne de très beaux revenus. Constamment, comme là, grâce à mon abonnement mensuel. Ouais, c'est ça. J'entendais sur Fable, il y en a qui ont commencé à l'utiliser, puis très, 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 très productif. Mais justement, très, très productif, une fois que tu as un abonnement qui est divisé par le nombre de tokens utilisés, s'il est très productif, ton abonnement est éclairé vite, là. Coûte vraiment cher en token, là, ça, il n'y a pas de doute. Puis c'est pas juste en jetons total, il coûte cher en jetons à l'entrée et à la sortie, parce que typiquement, ça coûte moins cher de gérer le prompt, si on veut, de computer le prompt que de computer les résultats. Fait que c'est tout le temps un ratio un peu qu'on regarde. Puis là, même sur le ratio à l'entrée puis à la sortie, le ratio est quand même assez élevé. Ça fait que c'est un modèle qui coûte cher à opérer. Si les gens l'opèrent juste par le hype parce que c'est Fable puis qu'il est fort, ils vont se rendre compte que c'est un modèle qui est aussi verbeux. Il produit il génère beaucoup de données. Oui, t'es payé au mot. Ils ont un gros incitatif, là, mettons. Mais s'il fait du code, en fait, si on veut l'utiliser, il faut vraiment prendre le temps de comprendre c'est quoi le processus, avoir une bonne idée du résultat qui est attendu, comprendre comment est-ce qu'on peut optimiser aussi l'usage des jetons, parce qu'il coûte vraiment cher. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il serait très compétent, mais je ne l'ai pas testé autrement que pour de l'analyse de texte assez basique. Tu n'as pas eu le temps, parce que de toute façon, je pense qu'il était disponible pendant 4 jours, il est fermé. Puis au moment où on se parle, il n'est pas réouvert. J'ai eu le temps de l'utiliser pour écrire au moins tout le premier tome de mon opus. Ah oui, de ton manifeste. Une réponse, évidemment, à la critique de la raison pure de Kant. Là. Ça va être vraiment super bon. J'ai aimé ça. J'ai bien hâte de lire ça. Autre enjeu qui avait été soulevé par ce même débat-là, c'est ça revient à la question de la souveraineté numérique. Là. C'est-à-dire que si c'est le seul outil ou modèle de langage, si les seuls outils auxquels on a droit ou modèles de langage auxquels on a accès, c'est des modèles américains, comme Anthropic puis OpenAI, puis qu'on décide de fermer la switch,
ben, on fait quoi, là? On demande, c'est sûr, on demande de se faire rembourser nos tokens, là, mais c'est pas suffisant. Là. Si c'est seulement les Américains qui ont droit au modèle frontière, là, donc aux modèles les plus puissants qui sont à la frontière de la technologie, ben on fait quoi, là? On fait quoi quand nos sociétés ont permis pendant 10 ans à une poignée d'entreprises américaines de construire ces outils, ces infrastructures, puis en plus, on a permis que ça soit seulement une centaine d'entreprises, là aussi américaines, qui ont les droits d'utiliser ces outils et infrastructures. Puis ça, avant même que la société ait décidé qui devrait contrôler ces outils et ces infrastructures, on fait quoi? Ben, d'abord, on n'est pas dans une démocratie. J'avais pas compris. En fait, dans ce qui concerne l'intelligence artificielle... C'est évident que dans ce cas-là, c'est pas réglé comme une démocratie. C'est pas une démocratie de plein de façons différentes. Là, en fait, j'ai oublié son nom, mais c'est Noble. La référence vient de loin, c'est un Noble. Mais il a écrit un livre qui s'appelle Le progrès sans le peuple. Puis là, on est un petit peu à cette place-là avec l'intelligence artificielle. Mais c'est assez compliqué, en fait, mais c'est là qu'on va aussi voir peut-être un nouveau marché ou un marché qui existe déjà, mais tranquillement pas vite se renforcer puis prendre de plus en plus d'importance dans le débat public. Puis c'est le marché de la souveraineté numérique. Puis je le présente comme un marché. Un marché? Oui. Je fais ça à dessein, là, que de présenter ça comme un marché, c'est-à-dire que puis on pourrait revenir peut-être un peu tantôt, là, mais le fait que l'accès au modèle frontière, parce que c'est de l'accès, hein, on n'achète pas un produit, là, on loue un accès. Là. Le fait que l'accès soit contrôlé par des intérêts américains qui sont en plus très tournés vers des perspectives nationalistes ou une compréhension nationaliste de l'usage des technologies, qui ne se gênent pas pour militariser l'économie, donc pour militariser toute forme de dépendance, en fait, là, avec d'autres acteurs nationaux comme le Canada ou comme l'Europe ou peu importe. Le fait qu'on en soit là, ça veut dire que ça crée un espace puis là, je vais parler à la Carney, ça crée un espace dans les puissances moyennes pour soutenir le développement d'un secteur d'activité dont la ligne d'affaires, si on veut, dont le marketing ne serait pas tourné autour de mon modèle ChatGPT va amener un âge d'or productif à la Sam Altman ou ben mon modèle Claude va amener la création d'une nation de génie sur un serveur. De Amodei. Là, on ne serait pas là, ce serait plus de dire on développe un secteur qui garantit que les données sont traitées, sont gérées sur les territoires nationaux. C'est ce qu'on voit aussi. On n'est peut-être pas aussi bon, mais on est ici. Mais on est ici. Comme Cohere, exact, on le prononce comme ça. Ben, même les Mistral, c'est la même chose. C'est la même chose. On est là. OK, peut-être qu'on n'est pas les frontiers, on n'est peut-être pas... c'est quand même... Mistral, c'est très, très avancé. Cohere, je le connais moins. Là, mais... C'est parce qu'ils sont plus B2B, Cohere. C'est pour ça qu'on les connaît moins un peu. Puis, tu sais, j'ai pas vu de benchmark de leurs produits, justement, parce que peut-être ça doit exister. Là, c'est juste moi qui les ai pas cherchés comme il faut. Là, mais ils sont plus dans le B2B. Ils sont dans organisation, eux autres, là, business to business. Fait que c'est pour ça qu'on les voit pas. Hein, ils ont développé ce secteur-là avant de développer plus le consommateur ordinaire. Là, mais c'est ça l'idée en ce moment, c'est de dire, on est là. Puis le marché de la souveraineté numérique, c'est ça. C'est de dire, vous le voyez, là, il y a des outils, mais ils sont bons, mais ils sont ailleurs. Puis on a des outils, ils sont bons aussi, puis en plus, ils sont ici. Oui, puis ça fait un certain sens. Si on regarde ça de vraiment, là, d'un point de vue bien pragmatique, là, ça fait un certain sens parce que si ce qu'on veut, c'est tisser des liens avec l'Union européenne, avec les puissances moyennes... C'est ça Carney, c'est ce qu'il essaye de faire. Là, le leadership du Canada en matière d'intelligence artificielle vaut cher sur le plan international. Là. On est quand même des leaders là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est juste que notre marché, si on veut, de l'intelligence artificielle, c'est pas développé autour de ça parce qu'il est trop intégré, il est très intégré avec les États-Unis. Mais à partir du moment où les États-Unis deviennent un partenaire commercial peu fiable. Puis là, je parle pas nécessairement des grandes compagnies. Là. Je parle du gouvernement américain qui peut choisir du jour au lendemain de dire je ferme le modèle. Puis pas que je ferme le modèle, mais c'est j'expulse le modèle de mes infrastructures. Ils font une réglementation. Ils encadrent l'IA d'une manière autocratique, absolument sévère, qu'on n'a pas vu ailleurs, puis jamais, puis qui est très, très contradictoire avec les positions qu'ils ont d'habitude. Là. Ben, dans le cas du Canada, ça devient soudainement un intérêt de dire « Hey, nous autres, ici, on a Cohere, là-bas, il y a Mistral. On est prêt à soutenir ce secteur-là, ce marché-là de l'intelligence artificielle tourné vers la souveraineté numérique.
Puis on est prêt à travailler et à faire des affaires. On est open for business avec l'Union européenne. Ben là, tu as comme un modèle d'affaires intéressant, là, si on veut. Tu as un marché super intéressant. Tu peux tirer ta carte du jeu puis tu peux compétitionner dans une certaine mesure avec ce qui se passe, avec ce qui se fait aux États-Unis. Mais je veux dire, il reste que c'est une souveraineté numérique qui va quand même avoir besoin des GPU de NVIDIA, là. Oui, peut-être Colossus. Il y a une aussi. infrastructure aussi de transfert de données qui appartient à des consortiums numériques dans lesquels on trouve Meta et Google, qu'il faut réfléchir bien plus comme des compagnies de télécommunications souvent que comme des fournisseurs d'applications logicielles ou ce genre de choses-là. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas c'est sûrement pas ce qui avait été prévu par le gouvernement américain en se disant on va faire ce genre de geste-là. Puis l'effet secondaire, c'est que tout le monde s'allie un peu contre le gouvernement. En tout cas, essaie de se défendre ou prévoir le pire. Il y a ce mouvement-là. Puis le marché de la souveraineté, j'aime bien l'expression, le marché de la souveraineté numérique, là, c'est en train de se développer. Pas juste dans le langage, là, l'expression souveraineté numérique, ça fait au moins 2 ans qu'on la voit monter. Mais le marché en tant que tel, les ententes financières, techno-financières sont là pour le démontrer. Ben oui, puis c'est pas pour rien que dans la... Moi, je me suis posé vraiment comme critique là, de la stratégie d'intelligence artificielle du Canada. Là. J'ai hâte de t'entendre. Ça va être mon deuxième sujet. Si je regarde ça d'un point de vue bien pragmatique, économie, là, je comprends le sens, je comprends comment ça a été fait, comment ça a été réfléchi, puis je comprends l'intérêt de faire ça. Mais il y a des angles morts assez forts là-dedans qui me semblent qui auraient pu être traités au même moment où on réfléchissait à la stratégie. Puis de toute évidence, ça n'a pas été fait. Mais tu sais, il y a quand même... on met de l'avant les gros joueurs en intelligence artificielle là, de Montréal, du Québec. Les gros joueurs locaux. Même Mistral, j'ai lu qu'il est en train d'installer des bureaux à Montréal. Oui, exact, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ce positionnement-là de faire du Canada une espèce de hub de l'IA souveraine, là, pour le dire comme ça. On ne pourra pas faire ça tout seul, c'est évident. C'est pas un super ordinateur à 2 milliards qui va non. qui va nous permettre de faire ça. Là. Je veux dire, juste la dernière ronde de financement d'Anthropic, c'est 30 fois ça. Fait que c'est, Non, quand on rentre dans les chiffres, ça devient ridicule. Mais une alliance... Mais c'est intéressant de voir que ça bouge dans ce sens-là. Mais sur la stratégie canadienne... on y reviendra un peu plus tard. Là, ça fera partie de ça sera mon deuxième sujet que j'aimerais te proposer aujourd'hui. Oui, je m'excuse de t'interrompre, c'est parce que je pense à ça, mais il y a peut-être une autre raison qui fait qu'on a... Là, je reviens en arrière. Il va falloir que tu fasses du montage après, là, je m'excuse. Il n'y a pas de montage. Notre tête est comme ça, c'est comme ça que ça va sortir. Il y a un autre risque de sécurité avec Fable qu'on n'a pas nommé encore, là, puis qui est pas nécessairement relié au jailbreak, c'est la singularité. Exactement. C'est la solidarité, mais en fait, non, mais... Dans les médias, c'était un peu ça. Perds pas ton idée, là, mais dans les médias, des fois, c'était « ils ont fermé Fable parce qu'il était trop puissant. » Puis là, tu sais, ce qui est sous-entendu, c'est « on va perdre le contrôle. » OK, je te laisse aller. Moi, j'en suis pas là du tout, mais ce qu'on sait, par exemple, grâce à Elon Musk, il l'a lui-même avoué qu'il faisait ça, c'est qu'à peu près toutes les compagnies se copient entre elles et font de la distillation de modèles. Bon. Là, ça veut dire que soudainement, il y a des compagnies... c'est exactement ça, le fait. Là. C'est ça. Des compagnies comme chinoises, comme DeepSeek, par exemple, ou comme Kimi, ou ce genre de choses-là. Qwen. Qui offrent quand même des technologies très performantes, là, il n'y a aucun doute là-dessus, puis qui coûtent pas cher en compute, qui sont vraiment plus efficientes aussi là, sur le terme de la consommation d'énergie. Elles sont ouvertes aussi. Les poids sont ouverts. Les poids sont... Mais c'est quand même pas rien. Il y a une partie d'ouverture et de... c'est pas totalement open, mais c'est jamais totalement open non plus. C'est jamais totalement open, mais on comprend la pondération des poids, puis on peut intervenir dessus, mais on ne connaît pas les données ni les techniques qui ont mené à la création du modèle. Mais quand même, il y a une partie qui est ouverte. Il y a une partie qui est ouverte. Je suis d'accord, il ouvre pas tout. Puis ça coûte vraiment pas cher. Là. Je veux dire, si vous utilisez Claude Fable pour faire de l'analyse de texte... Et ça coûte pas cher parce qu'ils ont pillé aussi, c'est ça. L'histoire de la distillation, on en avait parlé avec c'était Louis puis Benjamin Leblanc, Louis Cormier, qui sont des collaborateurs ici à IA Café, qui avaient parlé de ça, la distillation, c'est-à-dire qu'ils ont été pensé, conçu et développé en s'inspirant, là, je le mets en guillemets radiophoniques, là, en s'inspirant, pillant ce qui existait déjà. Puis donc, ça permet de créer des modèles qui coûtent moins cher, qui sont ouverts. Oui, puis qui sont performants parce qu'ils peuvent tourner de manière quand même assez efficiente sur du matériel qui n'est pas nécessairement le matériel de NVIDIA, qui est souvent du matériel de
de moins haute catégorie, pour le dire comme ça. Fait que c'est ça qui fait que ces modèles-là sont très bon marché. Puis qu'on peut les opérer souvent à l'intra, là, dans les organisations, si on voulait le faire. Il y aurait moyen. C'est sûr que la latence n'est pas la même, puis il y a plein d'enjeux techniques, mais ils sont très performants pour ce que la moyenne des ours en fait. Là. Sauf que ce que ça voulait dire, évidemment, ça veut dire que quelqu'un qui prend Fable, qui prend un Mythos, puis qui le distille, en théorie, là, pourrait peut-être développer un produit équivalent puis l'utiliser à des fins malveillantes, par exemple. Mais on sait aussi qu'Anthropic, quand il y a eu une fuite à un moment donné de sa planification stratégique par rapport au développement de produits, puis dans la fuite, il y avait il mettait en place comme des différentes couches de détection pour voir quand il y avait peut-être des opérations distillation pour intervenir d'avance dans les différentes couches. Il appelle ça, je ne sais plus comment, c'est quelque chose comme une sécurité profonde, mais bref, comme on peut pas... Sécurité profonde. Oui, c'est-à-dire c'est comme s'il faisait des diagnostics de sécurité, mais qui passent à travers plusieurs couches. Un peu comme quand on fait de la gestion de risque. Couche d'oignon. Oui, couche d'oignon ou couche de fromage suisse. Fromage suisse, ça a plein de trous. Mais si tu mets... Des tranches de fromage suisse, back-à-back. Back-à-back, puis que tu regardes, les trous sont pas alignés, fait qu'il y a tout le temps une couche qui bloque les risques, si on veut. C'est un peu ça le principe, mais je suis vraiment pas un expert en cybersécurité. Mais c'est comme ça que j'arrive à le comprendre. J'aime le fromage suisse, mais c'est là que ça se limite. C'est là que ça se limite, mais c'est pour ça que j'ai voulu distiller un modèle que j'ai affectueusement appelé Doritos. Ah mais oui? Là, je ne sais pas si ça va marcher aussi bien qu'avec Mythos. Après Mythos, puis Fable te dit tu es en train de distiller un modèle. Doritos. Cheetos ou Doritos. Cheetos. J'hésite encore. Les deux donnent faim. Mais à voir à quoi ça va ressembler. Mais c'est drôle quand même à quel point il n'avait peut-être pas vu aussi ça arriver. Là. C'est-à-dire que le développement de ces grands modèles frontières, la conséquence involontaire, c'est qu'il y a le développement aussi en marge de ce genre de modèle-là, un peu plus libre, un peu plus ouvert, un peu plus moins cher, moins dispendieux. On se rapproche un peu de l'essence des débuts d'Internet, là, avec le World Wide Web. Oublions pas que c'était ça le but, au début, là. Au début. Une technologie ouverte, partageable, puis des protocoles de communication normés pour simplifier le partage communautaire. Là, tu m'ouvres la porte pour faire un commentaire, par exemple, critique là-dessus. C'est parce que hier, j'étais dans un événement, puis il y a quelqu'un qui a fait ce rapprochement-là entre l'intelligence artificielle puis Internet. Puis, c'était pas une mauvaise idée. Je fais, ouais, là, sur le fond, c'est vrai que c'est ça, mais j'y ai pensé un petit peu, puis pour vrai, je pense que l'analogie tient pas le coup, puis je m'explique. Au début d'Internet, ce qu'on commercialisait, c'était de l'information. Fait que ça veut dire que ce qu'on voyait, c'était la capacité de livrer de l'information structurée dans les ordinateurs, dans les mains des gens qui avaient des outils, puis ce genre de choses-là, puis ça a provoqué l'explosion du commerce électronique. Dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est pas l'information qu'on commercialise, c'est l'intelligence qu'on commercialise. Puis ça, je pense que c'est un gros changement de fond. Là, ce qu'on commercialise, c'est pas juste l'information structurée qui arrive dans ton ordinateur, puis qui te permet de gérer les transactions. Ce qu'on commercialise, c'est de l'expertise, c'est de la connaissance, c'est donc de l'information qui est structurée, prête à l'emploi, si on veut. Ça, je pense que c'est nouveau. C'est nouveau. C'est dans le modèle d'affaires des compagnies qui développent ça. Là. Ce qu'ils veulent, c'est commercialiser l'intelligence comme on commercialise l'essence, comme on commercialise l'électricité, etc. C'est ça l'enjeu. Puis le flow de l'intelligence, c'est le compute. Si on veut, l'espèce de fluide, là, la matière, c'est le compute qu'on calcule à coup de jeton. Mais sauf que c'est une commercialisation de l'intelligence. L'objectif, c'est d'extraire la connaissance structurée, de passer des algorithmes dedans. De la répliquer, de la mimer. De la comprendre, puis de pouvoir après ça automatiser la production de cette structure-là en faisant une prédiction sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu dans le passé, donc sur les données collectées. C'est un peu ça le principe. C'est pour ça que je pense que sur le moment, on est peut-être quelque chose qui est culturellement qui est proche de la naissance de l'Internet, là, avec l'autoroute de l'information, puis etc., mais que ça, c'est sur la surface, si on veut, ou culturellement, mais structurellement, je pense qu'on est dans une vague de commercialisation de l'intelligence qu'on ne comprend pas puis qu'on ne saisit pas encore super bien quel effet ça va avoir. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que c'est une commercialisation qui est accotée sur des intérêts financiers énormes, pharaoniques, puis qui concentre le pouvoir dans les mains de quelques personnes. Puis ça, à mon sens, c'est vraiment un gros problème. Puis c'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui est complètement différent du moment où Berners-Lee a pensé le protocole TCP/IP puis
Oui, il y avait naissance des de idéaux l'Internet, qui sont loin en ce moment-là. On est ailleurs, là, on n'est pas dans le partage de grands paquets d'informations entre collèges puis universités, chercheurs, personnes. On est loin. Là. On n'est pas là du tout. Là. On a des compagnies qui se disent on va collecter l'intelligence collective, on va. On l'a déjà collecté. C'est ça, on l'a déjà collecté. Moi, on va la modéliser. Mais... Oui, extrait, pillé, c'est ça. Puis après ça, on va la modéliser, puis à partir du modèle qu'on a fait, on va faire une prédiction sur ce que ça ressemblait dans le passé pour que les gens puissent la réutiliser, puis on va leur revendre cette intelligence collective-là à l'usage. C'est un peu ça, c'est pour ça que moi, je ferais une grosse différence avec ce qui se passait en 93. Ben, il faut le faire, puis je t'ai ouvert une porte. Merci de l'avoir enfoncé comme ça. Ben, j'en resterai là peut-être pour Fable, puis on y reviendra là, dans 2 semaines. On va voir comment le dossier va évoluer, là, mais bien de voir à quoi ça va ressembler dans 2 semaines. Peut-être que justement, c'était, comme tu disais, là, c'était peut-être juste du théâtre pour l'introduction d'Anthropic en bourse. Ça aurait été tout un coup de théâtre, franchement, là, de penser à tout ça. Bravo. Même. Je ne sais pas si... Ah non, je ne le dirai pas. Wow. Je peux m'imposer une réserve. By the way, moi, quand j'ai vu qu'il voulait interdire Fable, je pensais qu'il parlait de la publication du nouveau jeu Fable. Ah oui? À quel point j'étais pas là. J'ai vu ça, cette nouvelle-là, probablement là, dans les titres là, qui passaient sur mon cell. Ils veulent interdire Fable. Voyons donc, mais j'ai joué à Skyrim, Fallout. Ils veulent interdire le nouveau Fable. J'ai tellement aimé ce jeu-là. Mais, il ressort, hein, je pense qu'il y en a une nouvelle version. Oui, c'est ça, une nouvelle version. Je ne me rappelle pas pour quelle raison. Ils sont mieux de ne pas nous enlever ça. Hey, là, ils peuvent bien fermer Fable d'Anthropic. Mais, déjà que Baldur's Gate, là, après 4 fois, je commence à trouver ça. J'ai hâte qu'ils sortent le prochain. Si vous voulez jouer à Baldur's Gate, vous ferez signe à Fred. Il est très avancé dans sa progression. Il connaît le jeu par cœur maintenant. Ben, peut-être une pub, tiens, avant d'aller plus loin. Ça va nous donner une petite pause. Fred, est-ce que tu as remarqué qu'on avait un nouveau commanditaire? Non, pas en tout. Non, je m'excuse. Le commanditaire s'appelle Baseline. Tu connais Baseline? Oui, je connais Baseline. C'est quoi? Hein? Baseline? Faut-tu vraiment que je réponde à ça comme ça? Oui. Faut qu'on refasse la pub. Baseline, c'est une coopérative de travail qui accompagne les organisations dans leur appropriation des systèmes d'intelligence artificielle. T'es fou, là. C'est quasiment la ligne que j'ai prise sur leur site. Là. Puis qui s'intéresse plus, en fait, à l'intégration dans les processus, me semble-t-il, plus qu'à vous vendre des bébelles. Là. Puis qui est là-dedans? À l'origine de Baseline? Je pense qu'il me semble que à l'origine, c'est dirigé par une des étoiles montantes de l'intelligence artificielle au Québec. Je pense que vous l'avez entendu sur d'autres podcasts. As-tu le droit de nommer d'autres podcasts? Ben, t'as le droit de dire. David Beauchemin qui est impliqué là-dedans. D'ailleurs, je vais inviter David dans un prochain épisode. Là. Ce sera le fun que tu sois là pour les original gangsters qui se regroupent pour une fois depuis 4 ans. J'aimerais ça. Puis, petite suggestion, on peut faire ça dans un train via rail. Moi puis David, on se rencontre quand même, je dirais pas régulièrement, mais fréquemment dans le train. C'est bon. Je vais juste vous donner les micros, l'enregistreur, puis vous ferez ça sans moi, puis je vais le montrer après. Ben, c'est ça notre pub Baseline. Bravo, puis merci à eux de soutenir le projet IA Café. Passons au deuxième sujet. Le deuxième sujet que j'ai réservé pour vous, c'est la publication de la stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle du Canada, intitulée l'IA pour tous, Fred. Mm-hmm. On en avait parlé un peu il y a 2 semaines déjà. J'étais avec Sylvain, puis c'était pas encore publié. Puis là, tout ce que j'avais, c'était des rumeurs, puis on essayait de voir à quoi ça pourrait ressembler, puis il y avait déjà des fuites, là, puis je pense pas vous avoir menti, là, les prédictions étaient quand même assez justes. Le discours est résolument techno-enthousiaste. Le discours, c'est pas loin du déterministe technologique très optimiste. Je vais le dire comme ça. L'IA, le discours, c'est l'IA est là, puis c'est le progrès. Puis rien ne peut arrêter le progrès, sauf une kill switch des Américains. Puis le discours, c'est on est en retard, puis go. Accélérer l'utilisation de la technologie par la population générale, pour la population générale et les entreprises. 6 piliers, je te les nomme, Fred. Tu peux réagir à ceux que tu veux. Donner aux Canadiens les moyens de réussir.
Donc, donner accès à de la formation sur l'IA. Deuxième pilier, favoriser l'adoption de l'IA, puis avec la présomption qu'elle produira des gains si elle est dans l'ensemble de l'économie canadienne, dans les petites et moyennes entreprises. Pilier 4, bâtir les fondements de l'IA souveraine. On y arrive. C'est beau. C'est beau, hein? C'est très beau. Donc, mise en place d'une infrastructure de calcul à grande échelle. L'infrastructure, ça s'en vient. On va construire notre Colossus ou quelque chose du genre, association avec Cohere. Souveraine, résiliente et durable. Je ne commenterai pas le mot résiliente. Pilier 5. Favoriser l'expansion de champions, entre guillemets, champions canadiens de l'IA. Donc, aider les principales entreprises, les champions de l'IA canadienne à obtenir un financement accru. On verra qui sont-elles. Quels podcasts vont sortir du lot aussi, là? Quels podcasts vont sortir On du est des champions de l'IA, nous autres, me semble. C'est vrai, on attend. J'ai un lien avec Mark Carney. Je vais peut-être lui demander une petite subvention. Pilier 6, aider les entreprises canadiennes d'IA à accéder aux marchés mondiaux. Par marchés mondiaux, on veut dire n'importe qui, sauf aux États-Unis, ou du moins, il y a une petite mesure de prudence là. Et le pilier 1, parce que je l'ai gardé pour la fin, protéger les Canadiens et préserver notre système démocratique. Donc, l'IA, dit-on, l'IA pourra réaliser son potentiel qu'à la condition que la population canadienne lui fasse confiance. Et, ça me semble la condition la plus importante, comment nous assurer que l'IA soit alignée avec nos valeurs démocratiques? Comment fait-on pour faire en sorte que les Canadiens aient confiance envers cette technologie? Et si les Canadiens n'ont pas confiance en cette technologie, puis si l'IA n'est pas alignée avec nos valeurs démocratiques, on fait quoi, Fred? On accélère quand même? On accélère quand même. Écoute, Let's go! L'âge d'or de l'IA, c'est l'âge d'or de l'IA. Je veux dire, il n'y a pas d'âge d'or productif sans IA. C'est comme ça. Puis même, je vais aller plus loin. Là, si vous résistez à l'IA et que vous avez des doutes contre l'IA, là, ben, c'est contre nature. Ça veut dire que vous essayez de freiner le progrès. Puis ça, c'est comme se choquer contre la gravité. On n'arrête pas le programme. Ouais, c'est comme la gravité. C'est comme la gravité. Si vous choquez contre la gravité, ça ne donnera rien. C'est pareil. Puis tu sais, il y a un contre-exemple. C'est ça. Fable puis Mythos, c'est un peu ça. Là, mais non, le progrès, ça s'arrête. Ah oui. Typiquement, c'est les gouvernements qui ont arrêté certains progrès. On a arrêté le développement du clonage reproductif. On n'en fait pas. On l'a arrêté il y a 30 ans. Je le sais, j'étais là, je travaillais là-dedans. On a arrêté la bombe nucléaire. Il y a une partie du savoir nucléaire qui est utilisée, d'autres moins. Puis on est capable d'arrêter ça. Ça prend des consensus politiques. Puis là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que ça peut sortir des consensus politiques puis être réservé à des consensus plutôt industriels de techno-oligarques. Oui, et autres intérêts. En même temps, tu sais, personnellement, ma position est très critique, là, mais pour le bénéfice de ceux et celles qui nous écoutent, là, je pense que pour vraiment comprendre, pour vraiment plonger dans cette stratégie-là puis essayer d'en faire une interprétation qui a de l'allure, je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte des renégociations avec la CEUM. De nos rapports... L'accord de libre-échange entre les États-Unis, Canada et Mexique. Exact, c'est ça. D'essayer de voir aussi comment ça s'inscrit dans nos rapports, évidemment, avec les États-Unis, mais aussi avec nos partenaires européens, puis ce genre de choses-là. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut le réfléchir. Après, on peut avoir plein de perspectives différentes, là, puis des regards croisés, puis c'est super correct, là, mais il y a quelque chose qui, fondamentalement, moi, venait me faire réagir avec ça, c'est que, par exemple, quand on lit les 28 rapports qui ont été soumis, ou 32 rapports, je ne sais plus, en tout cas, les rapports qui ont été soumis par le comité d'experts, puis qu'on en fait une analyse rapide, là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que sur le plan, par exemple, de la culture, sur le plan des rapports de travail et d'emploi, sur le plan, par exemple, de la représentativité des données, ou en tout cas des modèles qui sont là, ben on n'est pas là. On n'est vraiment pas là. C'est une stratégie qui est d'abord et avant tout industrielle, faite pour préparer le terrain, puis qui s'inscrit dans la continuité des discussions qu'il y avait eu au moment du sommet de 2025 à Kananaskis. À ce moment-là, c'était Justin encore qui était premier ministre. Marc arrivait, il était dans le cadre... Il y a d'autres occupations, Justin. Maintenant, il y a d'autres occupations. Mais c'est dans ce sens-là qu'il faut le lire. Puis quand on lit les différents rapports,
en plus de tomber sur des rapports qui sont souvent, en tout cas, qui ont souvent une allure de synthétique générée. Là. Mais ça, c'est un autre débat là, en ce moment. C'est un autre débat. Mais ce qu'on voit, par exemple, c'est que sur les questions de souveraineté, c'est un porte-parole de Amazon Web Services qui est là. Puis ça m'agace. T'sais. Ça m'agace parce que sur les enjeux de sécurité puis de souveraineté numérique, il y a des gens qui comprennent l'industrie, qui comprennent ces éléments-là, qui auraient très bien pu être aussi présents pour nous donner une perspective plus équilibrée de ce que c'est. Mais là, étant donné la quantité des... Mais moins intéressés aussi. C'est ça. Puis là, il y a quand même des propositions importantes là-dedans, mais qui bénéficient, monétaires, je veux dire, mais qui bénéficient, qui pourraient très certainement bénéficier directement les gens qui ont signé les mémoires en question. Fait que c'est tout pour ces raisons-là. Moi, ça m'agace un peu parce que faut reconnaître la transparence du processus. Là, les rapports sont disponibles en ligne. Là, on peut les trouver, on peut les lire. Mais en même temps, clairement, ça a été réfléchi avec un biais industriel majeur. Puis après ça, on nous présente ça comme quelque chose qui représente les intérêts du Canada. Moi, ça, là-dessus, je suis pas d'accord. C'est ça aussi c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu connais tout ça, tu le vois bien que les intérêts en ce moment, là, c'est des intérêts économiques. Au Canada, c'est ce qui se passe en ce moment. Là, on a un gouvernement qui essaye de survivre économiquement, de rester en tension avec les États-Unis, d'appuyer sur les leviers de pouvoir qui sont à sa disposition. Puis la politique en IA est pensée dans cet esprit-là. Là. Comment l'IA, on va l'intégrer pour mieux résister, négocier avec les forces. Puis là, les forces en présence, c'est surtout des forces américaines. C'est ça qu'on voit entre les lignes de ce rapport. Là, c'est que c'est très économique. Ça a été de la consultation avec des grands joueurs. Les conclusions qu'on fait là-dedans, c'est let's go, on avance, on va vous aider, on va dans la même direction. Puis la direction, c'est une direction qui est ancrée dans l'économie. Oui, puis en fait, on connaît déjà un peu ça sonne un peu comme dans on va justifier une décision qui a déjà été prise, en fait, beaucoup plus qu'on va construire ou co-construire quelque chose comme une stratégie nationale de l'IA ensemble. Puis ça devient un peu, c'est un peu un irritant constant. En même temps, on ne peut pas dire que c'est nouveau, là. Mais non. C'est politique as usual. C'est un peu l'évidence. Puis c'est correct qu'il y ait des représentants de l'industrie qui soient là. En fait, c'est normal. Ils ont l'expertise, ils ont les compétences, ils ont le matériel, tout ça. Mais il y a une voix qui ne s'exprime pas là, puis ça manque. Puis c'est celle des observatrices indépendantes qu'on ne trouve pas dans ces rapports-là. Puis à part un, je pense, qui est ici à Montréal, là, dont le nom m'échappe, qui est d'ailleurs un des rapports les plus intéressants à lire, là, qui est plus étoffé, puis justement dans lequel on sent qu'il y a plus d'agnosticisme un petit peu. T'sais. Mais c'est un peu agaçant d'entendre, par exemple, une start-up d'intelligence artificielle axée sur la sécurité qui propose de mettre sur pied un modèle de financement qui est calqué sur un modèle de financement américain. Moi, personnellement, ça me heurte un petit peu quand je vois ça. C'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste que, on peut-tu juste essayer de penser les choses autrement? Tu sais, c'est... Oui, de façon plus neutre, puis au long cours aussi. Si l'intelligence artificielle est à ce point-là et est là pour rester, bien, il y a des questions importantes qu'on doit se poser. Il y a des axes de développement qui dépassent les axes de développement économique aussi. À un moment donné, il va falloir commencer à ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Où on s'en va? Où est l'utilisation responsable, véritablement responsable de l'intelligence artificielle quand on ne questionne pas les milieux pour savoir combien d'argent vous avez besoin pour mettre en place les conditions qui permettent l'adoption responsable? Je donne un exemple. On s'apprête à interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Ça, c'est une proposition qui reçoit presque un consensus jusqu'au G7, là, à se demander s'ils ne se sont pas un peu parlé. En même temps, au G7, l'autre consensus, c'est on va aussi faciliter l'accès au modèle frontière. D'un côté, on se dit, pour être responsable, on va interdire l'usage des réseaux sociaux, l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans parce qu'on comprend que ça a des effets délétères sur le développement des enfants, des plus jeunes, des adolescents, etc. Puis en même temps, on dit on va institutionnaliser l'accès à l'intelligence artificielle générative alors qu'on ne sait pas très bien encore c'est quoi les gains. On peut les imaginer. On les imagine. On les imagine, mais on en sait de plus en plus sur les conséquences négatives de ça sur la créativité, sur le développement des compétences, sur la cognition, sur la même dépendance. Même sur les gains économiques, Fred, si on reste juste sur cet argument-là, ben les gains économiques, ils restent encore à être pleinement démontrés. Là. Ce qu'on voit, c'est que les compagnies qui utilisent
à grand coût, là, l'intelligence artificielle, ben, ce qu'on voit, c'est que les profits sont pas... Les dépenses sont là. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité, là. On fait plus, mais on dépense plus aussi. Là. Le fait d'être capable de faire plus, d'avoir une plus grande capacité, ça implique pas qu'on fait ça, qu'on fait bien les choses. Ça veut dire qu'on en fait plus. Mais ça, faire plus, ça veut dire que ça coûte plus cher à gérer aussi. Il faut gérer la complexité qui vient avec le plus. Mais sauf que moi, ce que je trouve agaçant, c'est ça. Je veux dire... il faut former les jeunes puis les professionnels à utiliser l'intelligence artificielle générative de façon responsable, ben ça veut dire qu'il faut réduire la taille des groupes, il faut engager des professeurs, il faut former les professeurs, faut être capable de mesurer les effets de l'intelligence artificielle générative sur les conditions de travail des professeurs, sur les conditions d'apprentissage, sur le développement de compétences. Ça coûte de l'argent, là. Fait qu'on a beau dire quelque chose de bien magique, là, en disant l'adoption pour tous, on accélère ça, puis Cohere va nous aider dans notre souveraineté numérique, puis Loi Zéro va s'occuper de la sécurité, puis ça va être beau, on va faire un Canada fort, ça va être super. Mais dans les faits, là, sur le plancher, là, les gens, c'est pas tous des ingénieurs, là. T'sais, eux autres, là, ils se disent, hey, là, moi, je vais faire quoi? Je vais faire des exposés oraux à ma classe de 90 étudiants. T'sais. Pas d'allure. Pas de ça, bon c'est sens. Juste dans les universités, mais même dans l'industrie, là, ils veulent bien le faire. Là, mais puis c'est pas parce que tu chattes de temps en temps avec ChatGPT que t'es compétent. Là. Ben non. Puis après ça, sur l'équité d'accès, vous allez faire quoi? Vous allez dire, mais c'est Copilote parce qu'on a une suite Microsoft. C'est super. Il n'y a personne qui va utiliser Copilote, là. Copilote, on lui demande de résumer un email de 4 lignes, puis il nous sort 12 lignes de texte. Je veux dire, c'est... Et il est gratuit, il est installé sur mon PC. Il est gratuit, il est installé, mais il n'y a pas personne qui va utiliser ça. En tout cas, bref, il y a vraiment des goulots d'étranglement réels qu'on dirait qui ne sont jamais vraiment entendus dans ce genre de politique-là. Puis là, évidemment, c'est une politique à très haut niveau, là, on s'entend. On ne va pas descendre dans le détail, là, mais tu sais, au moins juste donner un signal que, hey, on comprend que dans la vraie vie, là, quand ça va arriver, là, puis qu'on va vouloir le faire, là, il va y avoir des freins institutionnels, des freins humains assez majeurs. Puis ça va coûter quelque chose. Il y a quelqu'un qui va payer le bill pour ça. Là. C'est sûr. L'adoption, ça a un coût. Puis ça, c'est pas chiffré encore. Ce qu'on fait, c'est qu'on transfère ça du côté des individus, des professeurs, des enseignants, des parents, etc. On dit, bien, adoptez-le de façon responsable. Hein. Vous êtes grand, vous êtes adulte. Fait que, oui, faites ça toute seule. Mais c'est une façon qui n'est pas viable, là, de mon point de vue, de faire ça. Puis si on avait mis à profit des observateurs, des observatrices indépendantes pour ça, qui ne sont pas dans l'industrie, ces questions-là seraient sorties. Ça leur aurait été tannant. Je suis bien d'accord. Ça leur aurait gossé peut-être Mark Carney, là, parce que hey, là, il y a des objecteurs de conscience qui prennent de la place. Ça leur aurait peut-être ralenti le processus, mais on aurait une bien meilleure compréhension des impacts possibles de ça. Puis on serait mieux en mesure de faire une gestion de risque durable. Alors que là, ça, c'est juste de l'accélération pour l'accélération. Parce que moi, ce que je vois, c'est il pourrait avoir aussi un retour de feu. Là. C'est-à-dire que si on dit on accélère, on va dans telle direction, puis que le peuple se met à avoir peur de cette accélération-là, ce qui peut arriver, c'est un grand coup sur le frein. Tu sais, le frein moral, il y en a une peur morale qui est associée à ça. On n'en veut pas. On n'en veut pas, on arrête ça, on met en place un djihadiste butlérien, puis on part comme dans l'univers de Dune, puis on met fin à l'intelligence artificielle. Ben vous savez quoi, cette accélération-là, elle va freiner. Là, ça va, je sais pas comment ça va se faire, comment ça va se manifester, comment ça va se concrétiser, tout ça. Mais si le peuple n'embarque pas, ça arrête. Puis la bulle, elle dégonfle assez vite. Là. Fait que ça aussi, ça pourrait être un backdraft de tout ça. Là. Ça pourrait, puis je pense qu'ils le sentent aussi. C'est pas pour rien que, je voulais en parler tantôt, là, il s'est passé de quoi au G7 de cette année qui était particulier. De quoi tu voulais parler? Je fais juste me le réserver encore un petit peu, mais OK, je me prends une note G7, puis je te relance tout de suite après. Mais il y a effectivement une question de l'adoption. Puis tu sais, là c'est pas de savoir... en fait, l'enjeu ici, là, c'est de dire, on y va, on adopte. Vous n'avez pas le droit vraiment de vous prononcer. Vous avez le droit de vous prononcer pour ou contre, si vous voulez, mais on y va, puis on va mettre en place les mécanismes qui vont vous inciter à l'adoption. Fait que la question, c'est pas de savoir si on l'adopte ou pas, ce qui c'est la question de fond. La question, c'est de savoir combien de temps on peut mettre pour l'adopter. Puis là, ce qui va se passer, c'est que là, par exemple, il pourrait se passer quelque chose comme les outils d'intelligence artificielle générative, pour parler de celle-là, parce qu'il faut faire des distinctions quand même. Là, il y a plusieurs sortes de systèmes. Là. Mais l'intelligence artificielle générative arrive d'un bureau, arrive d'un PME. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Tout le monde dit, moi, si ça me fait gagner de l'argent, sauver de l'argent, donc gagner de l'argent. Hey, je suis all-in, là, tout le monde va dire ça, mais je fais quoi avec?
l'affaire, c'est pas une question de la technologie, le problème. C'est une question de qu'est-ce que je fais avec dans mon contexte. Ça, c'est une question importante, là. Ah oui. Puis on n'entend presque pas parler. C'est comme si l'adoption, c'était majeur. D'ici 2034, 60% des Canadiens et des Canadiennes vont utiliser l'IA, puis là, on va avoir 3% d'augmentation du PIB. Ça va être fou. Mais ça, c'est rêvant en couleur, là, dans les faits. Là. Moi, je reste aussi prudent sur les gains promis là, quand on regarde les grands chantiers informatiques, puis les chantiers informatiques en intelligence artificielle, c'est de l'informatique, là. Ouais. Fait qu'un grand chantier en informatique, là, moi, j'en ai vu plusieurs, j'en ai suivi quelques-uns au Québec, là, puis c'est un chantier sur 5 qui dépasse de 500%, genre. Mm-hmm. Ça fait que, j'ai hâte de voir. On me promet, puis ça, c'est 1 sur 5, là, ça veut dire que c'est pas 1 sur 5, puis le 1 sur 5, c'est des gens qui étaient mal préparés puis qui comprenaient rien à tout ça, là. C'est des gens qui sont préparés, blindés, puis qui dépassent quand même de 500% les coûts. J'ai hâte de voir. Quand on va essayer d'instaurer l'IA, même les plus prudents, 1 sur 5 va péter son budget solide. J'ai hâte de voir. Puis c'est pas juste gouvernemental, là. J'ai hâte de voir aussi dans l'industrie. Là. On dit on va le faire, on fait cette transition-là, à quel point c'est payant. Je vais en discuter avec David pour voir si ça marche à ce point-là. Le chiffre dont on entend souvent parler là, quand on parle de transformation numérique avec ou sans IA, là, c'est 70% des projets, à peu près, là, évidemment, c'est une marge, atteignent pas leurs objectifs. J'ai pas utilisé, ils sont en échec ou réussissent pas, atteignent pas leurs objectifs. Ça veut dire qu'ils peuvent effectivement avoir une augmentation de la capacité, fait qu'on peut produire plus, mais produire plus, ça veut dire que ça prend plus de moyens pour gérer la montée à capacité, la production, la livraison, etc., etc. Fait que ça se peut que tu produises plus, ça se peut qu'en bout de ligne, pour la personne qui possède l'entreprise, ça se matérialise par un meilleur profit, par exemple, mais sur le plan de l'organisation, souvent, ça va arriver kiff-kiff ou en dessous. C'est ça l'enjeu. Puis j'ai vu que même un projet sur 6 dépasserait de 200% les éléments. Si cette technologie-là amène les gains qu'elle promet, on peut dire, bon, ça reste encore, c'est cher à payer, mais ça reste encore un investissement. Peut-être qu'on va pouvoir l'amortir sur plus longtemps, mais ça va arriver un moment donné. Mais dans le moment, c'est pas exactement ça qu'on voit. Je veux dire, puis là, en plus, ça, c'est sans parler de la surévaluation de ces compagnies-là, là, ça dépasse toute mesure. Là, je veux dire, on le voit qu'il y a une bulle là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, qui est bien particulier parce qu'ils ne génèrent pas encore de profit viable. Puis en même temps, ils sont évalués à des hauteurs complètement phénoménales là, par le marché. Ils sont récompensés par le marché alors qu'ils ont de la difficulté à générer un profit. À générer des profits. Fait que c'est vraiment une drôle de situation. Puis ce dont on ne parle pas aussi, c'est que dans la capitalisation, parce que, tu sais, là, ils investissent des capitaux dans la construction de centres de données puis d'infrastructures. Mais les centres de données, c'est que la façon de les financer, c'est presque dans le marché immobilier, en fait. Fait que, c'est comme s'ils achetaient une tour à bureau, mais au lieu de mettre des condos dans des bureaux, ils mettent des serveurs. Mais évidemment, le temps de vie d'un serveur, c'est pas mal plus court. Puis ça prend pas mal plus de maintenance puis d'entretien que ça. Ce qui fait qu'on a comme un genre de modèle un peu hybride, numérique, immobilier qui fonctionne avec des baux. Par exemple, Meta va dire, si tu bâtis tel centre de données, je vais te signer un bail de 10 ans pour rassurer les investisseurs. Puis là, il y a une firme de capital de risque qui va chercher des capitaux. Investissez là-dedans. Là-dedans, il y a des fonds institutionnels, il y a des privés, etc. Puis votre centre de données, il va payer parce que c'est Meta qui a signé un bail de 10 ans. Fait que c'est un bon locataire. Mais c'est ça aussi. C'est vraiment quelque chose d'un peu étrange. Mais l'économie de la bulle, c'est ça. Tant que la bulle continue de perdurer, de grandir encore mieux, ça marche. Ouais. Mais à un moment donné, si c'est une bulle, ça dégonfle. Puis là, il va y avoir des fermes de serveurs à quelque part qui vont être achetées à très bas prix, peut-être. Peut-être, oui. Ça va peut-être profiter à quelques joueurs qui commencent à mesurer exactement un peu mieux qu'est-ce qui s'en vient. Là. Qui sont capables d'anticiper ce genre de chute du marché. Mais, c'est une drôle de situation. Drôle de situation, mais ça va faire du bien aussi là, à nos auditeurs d'entendre aussi quelques critiques à l'endroit des politiques publiques en ce moment-là. C'est pas pour être critique, c'est juste que c'est un take qu'on entend moins, je dirais, dans les médias. Là. Si tu regardes, c'est ça. Là, ils ont ce qu'ils ont dit dans les médias sur cette politique-là, c'était assez faible. Là. C'est sorti.
puis let's go. Économie, go, go, go. C'est super. C'est ça. En fait, la façon dont on présente l'intelligence artificielle, en tout cas générative, c'est que c'est un levier pour un projet de société. Ben, dans le moment, là, le projet de société, là, c'est pas ni moi, ni toi, ni nos concitoyens qui sont en train de le dessiner. Là. C'est une gang d'industriels, d'ingénieurs, puis de capitalistes. Qui en met le plus dans mes poches avec ça c'est non, sûr. C'est ça, exact. Puis ça, encore une fois, c'est peut-être pas nouveau, mais ça me tape vraiment de plus en plus ses nerfs. Parlant de taper sur les nerfs, le G7. Le G7. Il y a quelque chose qui te tape sur les nerfs. Il y a quelque chose que j'ai trouvé drôle. Drôle. Ouais, c'est ça. Encore mieux. Étonnant. Je vous ramène. Il y avait des invités d'honneur là-bas. Là. Oui, qu'on n'a pas vu avant, c'est-à-dire les géants de la tech. Ils étaient là. G7 Astérix. Donc G7 Plus. G7 Plus, oui, c'est ça. On pourrait dire le G7os ou quelque chose de même. Là, tu sais. Après Cheetos. Un peu comme Disney Plus ou. Ben oui, les mêmes. Mais ouais, c'est un peu ça. Puis ça, c'est drôle Disney parce que. Plus, tu sais, par exemple, au Canada, la dernière fois, au G7 de 2025, il était question on a lancé le réseau GAIN, je pense. Là, c'était, je l'ai dans mes notes ici, là, c'est le G7 AI Adoption Roadmap. Puis le réseau GAIN, c'est le G7 AI Network. Puis ensuite, on a aussi lancé un concours qui s'appelle le Gov AI Grand Challenge. Puis à ce moment-là, on préparait, si on veut, on commençait à réfléchir ou à faire une espèce de carte là, à très haut niveau de la stratégie d'adoption du Canada, mais aussi du G7, puisque les gens étaient là. Il n'y a pas eu un communiqué conjoint signé parce que Trump n'était pas là, de toute façon, qui est parti avant la fin. Puis, de toute façon, Trump n'aime pas ça signer ce genre d'affaires-là, fait qu'ils n'en font plus, je pense. Mais il y a quand même un qui est là, puis ça préparait en gros la stratégie aussi canadienne de l'IA qu'on vient de voir. Là. Mais ça, là, on est en 2025. Fait à ce moment-là, on prépare puis on veut de l'intelligence artificielle encore. Mais il n'y a pas de big tech. Les leaders de l'industrie ne sont pas là, ni les leaders locaux, ils sont peut-être là autour, puis les médias n'en parlent pas pour X raisons, là, mais ils ne sont pas là, en tout cas, invités à la table. Mais cette année, à Évian-les-Bains, il y a un dîner de plusieurs heures qui a eu lieu avec les géants de la tech. Puis autour de la table, ce n'est pas les petits géants de la tech. Là. Il y a Cohere qui est là, évidemment. Il y a Mistral qui est là aussi. Mais il y a aussi les PDG connus Dario Amodei, Sam Altman. Il y a Sibis aussi de DeepMind qui est là, qui sont tous assis autour de Donald Trump puis un paquet de même. Puis là, ça discute d'intelligence artificielle. Puis ça, j'ai trouvé ça drôle parce que ce que ça envoie comme signal, en fait, c'est que nous sommes des décideurs. On réfléchit aux intérêts nationaux qu'on représente. Puis là, on a décidé d'inviter à table des partenaires, collaborateurs de la Big Tech avec lesquels on va discuter entre amis pour voir où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Puis Mark Carney a comparé ça, ce qui se passait là, ça a été rapporté par un média qui s'appelle Sémaphore, que j'aime bien, qui fait des analyses intéressantes, a comparé ça à un espèce de réseau interbancaire dont l'objectif est de stabiliser le monde financier au niveau global. Puis Mark Carney a été à la tête de tout ça. Ben oui, c'est ça. Fait que là, moi, je regarde ça puis je fais mais... Fait que tu invites des invités externes pour stabiliser le marché. Oui, pour stabiliser le commerce, l'IA, pour voir comment les gens voient ça, pour travailler les partenariats, mais aussi pour voir qui est en compétition, pour peut-être aussi organiser la compétition un peu. Peut-être pas de manière formelle, mais... une saine compétition, voir où sont les intérêts commerciaux, ça peut être intéressant pour avoir un coup de sonde. Ce qui fait que quand on regarde ça comme ça, ce qu'on voit en fait, c'est on a ouvert de manière officielle la table, on a préparé le lit, si on veut, pour un rapprochement entre les grands fournisseurs d'intelligence artificielle générative, parce qu'on est vraiment dans le secteur de l'intelligence artificielle générative, puis les gouvernements du monde, du G7 en fait, puis autour du G7, dans le but d'obtenir quelque chose comme au moins, en tout cas, de renforcer le consensus sur l'adoption. Puis en même temps, il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas de consensus sur les formules de régulation que ça peut prendre, mais ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'évidemment, les géants de la tech, cette fois-là, de manière complètement décomplexée, sont en amont de l'encadrement puis de la régulation. Fait qu'ils proposent de s'encadrer, ils proposent des mesures qui vont vers tout le temps quelque chose d'autorégulatoire. Fait que on va se réguler nous-mêmes, faites-nous confiance. Oui, c'est pas les décisions sont prises autour de la table du pouvoir, puis éventuellement, les gouvernements disent voici nos nouvelles règles. Non, sont assis à la table où on va discuter des futures normes.
de manière formelle et informelle sur la façon dont les choses vont se faire. Puis dans ce beau party-là, ben, tu as le marché de la souveraineté numérique, puis tu as le marché de l'intelligence artificielle générative plus américaine dans ce cas-là. Puis là, les deux sont présents à la même place. Tu sais, je sais pas ce qui s'est dit. J'aurais aimé ça, être là. Peut-être qu'ils vont m'inviter à un moment donné. J'en doute un petit peu, honnêtement. Mais c'est beau, Évian. Mais quand même, ouais, c'est ça. Je pourrais au moins aller traîner là, faire mon paparazzi ou je sais pas quoi. Tu sais. Mais il y a quelque chose là que je trouve bien intéressant puis qui devrait nous mettre la puce à l'oreille que c'est un projet de société qui nous appartient pas bien, là. Puis ça devrait nous inquiéter puis nous faire réagir, je pense. En tout cas, dans des démocraties, le modèle, là, il est assez simple. On les a choisis pour qu'ils nous représentent. C'est tout. Puis s'il y a d'autres personnes qui sont là, de quel droit? Moi aussi, j'aimerais ça être là. Toi aussi. Mm-hmm. On n'est pas là. On n'est pas là. Puis on n'est pas là dans les discussions. Je vois pas pourquoi je serais là. Je veux pas être là, mais je veux pas que... Je sais pas. Oh, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, je diminue pas leur contribution. Il n'y a pas de problème là. Sauf qu'étant donné les enjeux qui sont en présence... Puis, étant donné le fait qu'eux autres sont invités, mais que nous autres, on ne l'est pas, c'est comme si nous autres, le peuple, je veux dire, la collectivité, si on veut s'inviter au débat, il faut prendre la place puis y aller directement. On ne sera pas invité d'emblée. Puis ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut être conscient, puis que j'espère qu'il va y avoir des discussions dans les prochaines années. Je pense qu'il va en avoir aussi des discussions collectives là, sur quelle place on veut donner à ça, puis comment on veut que nos élus agissent par rapport à ça. Puis ça, je pense que c'est important. Ça se peut que notre volonté générale, si on peut parler comme ça, ce soit... On l'abdique. Puis on abdique. Faites-le, je l'aime. Moi, je vais continuer à parler avec Chat le tard dans la nuit, puis à faire mes travaux, puis à performer de l'intelligence. Là, mais faites donc ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Ça se peut que ce soit ça. Moi, j'espère que c'est pas le cas. Là. J'espère qu'on va quand même avoir un peu de résistance, puis j'espère qu'il va y avoir des formes de recherche indépendantes qui vont pouvoir... émerger de ça en disant l'adoption, OK, là, mais on va discuter des conditions dans lesquelles on va l'adopter, l'outil. Là. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que c'est deux choses. Hein. C'est une révolution, là, ça a l'air. C'est une révolution technologique. C'est une révolution technologique qui part de quoi? Qui part du fait que notre intelligence collective a été captée, capturée. Oui, je t'ai bien entendu là-dessus. Oui, puis après ça, on nous le revend par abonnement puis par usage. Là. Je pense qu'on pourrait être considéré comme étant les copropriétaires, là. Je pense qu'on pourrait, minimalement, on pourrait au moins demander ça. On est copropriétaire. Absolument. Là, moi, je pense qu'on est en droit de le demander. Oui, comme collectivité, là, on a contribué là, sur les réseaux sociaux à publier toutes sortes de choses. J'ai publié des textes académiques, on a publié des textes dans les revues, dans les journaux. Il y a un savoir collectif qui était là, vous l'avez pris. On va le dire comme ça. Mm-hmm. C'était le nôtre. Fait qu'on est copropriétaire. Oui, c'est notre intelligence collective. C'est toute notre production, les traces laissées. Et non pas, tu me l'as pillé puis tu me le revends au quintuple du prix. Puis moi, je suis pogné pour payer pour quelque chose qu'on m'a pris. Puis si on ne l'avait pas intégré dans nos institutions, les traces numériques de ce qu'on dit puis de ce qu'on écrit n'auraient pas été tenues. S'il n'y avait pas l'infrastructure matériel, logiciel, normatif, juridique qui permet le transfert des données, qui contrôle ça. S'il n'y avait pas notre production, notre prosummation, en fait, là, le fait de produire pour des réseaux sociaux, si on n'avait pas de plaisir à faire ça, si on n'était pas déjà des bons collaborateurs, cette richesse-là là, qui est captée par le secteur de l'intelligence artificielle générative n'existerait pas. Moi, je pense qu'on peut se poser comme les copropriétaires de ça puis exiger que ce soit géré de manière justement responsable, mais véritablement responsable. Puis pour le moment, ce que j'ai vu là, c'est pas ça du tout. Là. On n'est pas là. C'est une stratégie industrielle qui concerne des acteurs industriels qui ont par ailleurs du profit à faire avec ça. Là. Mais clairement des propositions là-dedans qui sont chiffrées par les gens qui ont écrit des rapports, là, dont ils vont profiter. Ben oui, c'est sûr. En tout cas. OK, merci Fred. On va laisser ce débat-là en suspens. Là. Je pense pas qu'on va être capable de le fermer de toute façon. Mais on en a fait un bout. Donc, le G7, c'est de ça que tu voulais parler. Puis en même temps, c'était intéressant. Vous l'avez entendu là, dans cet épisode, parler d'IA, c'est pas juste parler de tech, d'informatique et de cartes graphiques. C'est parler de ça aussi, mais c'est aussi parler des enjeux économiques, politiques et sociaux, même moraux. C'est là, c'est enchâssé, c'est inscrit dans l'objet même qu'on pense être un objet
techniques. Écoutez, ce sera tout pour ce 137e épisode d'IA Café. Merci encore à vous, à toi, passionné d'intelligence artificielle, de nous faire une petite place dans ton quotidien pendant ta marche, dans le métro, dans le trafic, en promenant le chien. Moi, j'écoute des podcasts dans ce genre de contexte. Merci aussi à mon plus vieux et fidèle collaborateur à IA Café. Merci Frédéric Plamondon. Ça a fait très plaisir. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.